c'est une affaire sans corps, sans aveu, mais avec des indices graves et concordants, comme on a l'habitude de le dire. Je pourrais parler de la disparition de Delphine Jubillard. Son mari Cédric a été fixé sur son sort cette semaine. Il sera jugé aux assises, comme on s'y attendait, dans les prochains mois, pour le meurtre de la jeune infirmière, son épouse. Mais en fait, c'est d'un autre dossier que nous allons parler, celui de la disparition de Florent Grégoire. Moins médiatique, cette affaire n'en est pas moins aussi mystérieuse. Florent Grégoire, ce jeune de 28 ans, a disparu en Andorre, c'était en septembre 2016. Et cette semaine, la justice a tranché. Une Australienne de 63 ans qui se présente comme sa compagne sera jugée devant une cour d'assises pour son meurtre. Elle est la dernière à l'avoir vu vivant, mais surtout, pendant des mois, elle a fait croire à tout son entourage que Florent était vivant. Et elle a fait croire à ça en utilisant ses mails et ses réseaux sociaux pour continuer à communiquer. Alors, comment la justice va-t-elle pouvoir juger cette femme? Sur quels éléments les juges se basent pour prendre une décision quand il n'y a ni corps, ni aveu? Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de dire. Pas de corps, pas d'aveu. Comment avoir la certitude que le jeune homme a vraiment été victime d'un meurtre? Je suis Dominique Rizet. Vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Bonjour Justine Chevalier. Bonjour. Vous êtes journaliste, police-justice à bfmtv.com. On va revenir avec vous sur ces 8 longues années d'enquête. Racontez-nous. Alors Florent Grégoire, il a disparu en 2016, il a 28 ans à cette date, comme vous l'avez dit. C'est un ingénieur informaticien de formation et il décide cette année-là, cet été-là, de partir voyager. On est en août 2016, il part en Espagne pour faire du woofing. Vous savez, c'est cette façon de voyager, on travaille dans une ferme et en échange, on nous offre le gîte et le couvert. Et début septembre, il va d'ailleurs passer 5 jours dans la même ferme, dans la même pension en Andorre. Le 12 septembre, il est filmé par des caméras de vidéosurveillance. On le voit quitter la pension avec son sac sur le dos. Et depuis, il s'est littéralement évaporé. Plus rien. Plus rien, non. Sauf les mails qui vont continuer à être diffusés. Et puis son compte Internet, il va servir, c'est ça? Oui, en fait, très rapidement, après ce fameux 12 septembre, la famille, les parents de Florent Grégoire vont recevoir des messages via différents canaux d'une femme. Cette femme, elle a 55 ans, elle se présente comme la compagne de Florent. Eux, ils n'en ont jamais entendu parler. Et à cette époque, elle leur dit que tout va bien. Sauf que Florent doit rentrer en septembre pour le mariage d'un ami. Un mariage, on nous dit qu'il n'aurait raté pour rien au monde. Et quand ses parents se rendent compte qu'il ne rentre pas, il signale sa disparition à la gendarmerie en France. On va y revenir, Justine. Bonjour Dominique Coujard. Vous êtes magistrat honoraire, ancien président de la Cour d'assises de Paris, c'est pas rien. Avec vous, on va tenter de comprendre comment les juges vont travailler dans ce dossier complexe et particulier. Comment est-ce que va se mener ce procès pour essayer d'atteindre la manifestation de la vérité, comme on dit? Lorsqu'il n'y a pas de corps, lorsque la personne a disparu, c'est toute la question de la preuve qui est posée. Simplement, il y a un certain nombre de précédents auxquels on peut penser. Les premiers, c'est les grands crimes de masse, que ce soit des crimes nazis au Chili ou au Cambodge. Ouais. Ce sont des crimes pour lesquels il y a peu de traces de corps. Et c'est loin. Généralement disparus. Et c'est loin. Pinochet au Chili, 11 septembre 73, c'est loin. Absolument, ouais. Pol Pot, Khieu Sampan, ouais, ça c'était le Cambodge. Et donc, on va chercher ailleurs pour essayer de s'assurer que les personnes dont les successeurs se constituent partie civile sont bien mortes. Il faut d'abord prouver que la personne est morte. Et quand il n'y a pas de corps, comment prouve-t-on? C'est vraiment une question de preuve. Et c'est la question de savoir ce que c'est qu'une preuve chez nous en droit français. Souvent, il y a des éléments extérieurs au dossier. Vous parliez des SMS, c'est tout à fait ça. Parfois, on a des mensonges. Parfois, on trouve une personne qui avait tout intérêt à ce que quelqu'un meure. Ce n'est pas toujours le cas non plus. Et donc, on va échafauder un certain nombre d'hypothèses sur lesquelles on va enquêter.
La question de la preuve, elle est vraiment intéressante, un peu théorique, mais c'est quand même très concret. La preuve absolue n'existe pas, il faut se le dire. À partir du moment où la preuve absolue n'existe pas, il faut comprendre que la preuve, c'est un travail de la raison. Un travail de la raison, d'ailleurs, il est très bien expliqué dans la question que pose le président d'assises à la fin d'une audience. Quelle impression ont fait sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et le moyen de sa défense? Waouh, difficile de répondre à cette question. On y revient tout de suite, Dominique Coujard. On va resituer notre affaire. Hein. Florent Grégoire a 28 ans. Justine, 28 ans en 2016, ingénieur informaticien, vous l'avez dit, de formation. Il est parti en Espagne pour faire du woofing. Vous avez raconté, donc, travailler dans une ferme. Et puis, il a passé quelques jours dans cette pension. On le voit partir avec son sac à dos. Après, plus de son, plus d'image. Non, et donc évidemment, les premiers soupçons, ils vont se porter sur cette femme avec qui il a passé quelques jours, et puis surtout cette femme qui contacte les proches de Florent. Elle s'appelle Ishsana, elle a donc 55 ans en 2016, 63 ans aujourd'hui. C'est une Australienne d'origine indonésienne, elle est doctorante en architecture, elle a beaucoup voyagé, ce qui va compliquer aussi son interpellation dans cette affaire. Et donc, comme je vous le disais, elle a passé quelques jours avec Florent Grégoire, avant sa disparition. Et donc, c'est elle qui est la dernière à l'avoir vu, en tout cas en vie. Alors, Justine, elle fait aussi du woofing. Elle vient travailler à la ferme comme lui? Alors elle, on a très peu d'éléments sur sa personnalité. C'est une personnalité assez étonnante. On nous l'a décrit comme quelqu'un qui ne répond pas aux questions, qui noie un peu le poisson en interrogatoire. Et donc cette personne, en 2016, elle va raconter aux proches qu'elle a des nouvelles régulièrement de Florent. Elle dit qu'elle reçoit des SMS, mais que quand elle essaye de l'appeler, elle va tomber sur son répondeur en permanence. Et il n'y a pas qu'elle, pardon, mais il n'y a pas qu'elle qui reçoit des SMS, il y a aussi les parents de Florent. Il y a aussi eux, et c'est ce que vont découvrir les enquêteurs au fil des investigations, c'est que notamment ils vont se rendre compte que quand elle reçoit, des mails de soi-disant Florent, en tout cas qui proviennent de son adresse mail à lui, en fait ces mails ont été trafiqués, comme si on avait essayé à ce qu'il continue de vivre, en tout cas numériquement. Les enquêteurs vont aussi faire d'autres découvertes, la photo de la carte d'identité, du passeport, du permis et de la carte bancaire de Florent Grégoire, sauf que ces photos, elles datent du 20 septembre 2016, donc on est 8 jours après la dernière fois où en tout cas Florent a été vu en vie. Donc évidemment qu'il s'interroge, parce que comment elle peut avoir ses papiers d'identité alors que à un moment elle a raconté que Florent avait quitté l'Andorre. Comment il aurait pu quitter le pays s'il n'avait pas eu ses papiers d'identité? Et à tous ces éléments s'ajoutent aussi les mouvements sur les comptes bancaires de Florent Grégoire les semaines et les jours précédant sa disparition. Il y a plusieurs milliers d'euros qui ont été retirés de ses comptes en banque, et ça étonne aussi sa famille parce qu'il est décrit comme quelqu'un qui a un mode de vie assez modeste. Est-ce qu'on sait quelque chose en plus sur leur relation? Est-ce que c'est des amis? Est-ce qu'il y a eu plus? Est-ce qu'on le sait? Ils ont passé 5 jours simplement ensemble. On sait très peu de choses sur leur relation précédant les jours, les semaines avant la disparition de Florent Grégoire. Alors, les enquêteurs vont découvrir que les emails envoyés à cette dame, Ishsana, depuis l'adresse mail de Florent Grégoire, ont été trafiqués pour faire vivre, donc vous l'avez dit, numériquement le jeune homme. Autre découverte, donc les photos du passeport, du permis, la carte bleue dans le téléphone de cette femme, des photos qui datent du 20 septembre, 8 jours après la disparition du jeune homme. Le crime est signé. En tout cas, pour la justice, pour les enquêteurs, le juge d'instruction,
C'est autant d'éléments qui convergent vers cette femme. Et donc, ils vont, en 2019, ils vont, donc 3 ans après les faits, ils vont l'interpeller quand elle arrive à bord d'un avion en France, à Roissy. Ils vont l'interpeller. Elle va être mise en examen. Elle va être mise en examen. Et à ce moment-là, pour enlèvement et séquestration, pas pour meurtre. Et elle est placée en détention provisoire et elle l'est toujours actuellement. Le juge d'instruction, le parquet va demander un complément, un supplément d'information et elle va être mise en examen également pour meurtre. Et aujourd'hui, elle est renvoyée devant une cour d'assises pour meurtre. Et si c'était elle, pourquoi elle serait revenue en France? C'est suicidaire? Elle ne donne aucune explication. Ça, c'est une source proche du dossier nous disait, voilà, quand elle est devant le juge, quand elle est auditionnée, elle ne répond pas aux questions, elle répond à côté de la plaque. Elle a d'ailleurs, on nous dit, essayé de retarder un petit peu aussi l'instruction parce que à un moment, elle a demandé un traducteur anglophone. Je rappelle, elle est australienne. Elle a demandé un traducteur anglophone. À un moment, elle demande un traducteur indonésien. Et ça retardait à chaque fois les auditions par le juge. En juin dernier, le juge a toutefois rendu une ordonnance de mise en accusation, la renvoyant devant une cour d'assises. Elle a fait appel. Ses avocats ont fait appel de cette ordonnance. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes s'est prononcée et a confirmé son renvoi. Ça veut dire qu'on a quand même des charges, de vraies raisons d'aller la chercher pour lui poser des questions et la faire comparaître. Apparemment, oui. Il y a un élément important dans le récit que vous faites, je trouve, c'est qui permettrait peut-être, on va voir si ça se passe comme ça, d'écarter en tout cas une disparition volontaire, parce que c'est toujours ce à quoi il faut penser quand une personne disparaît. Il y a des gens, c'est très rare, mais ça arrive, qui décident de disparaître et de changer de vie. Et en l'occurrence, pourquoi non dans ce dossier? Dans cette histoire, ce qui est intéressant, c'est qu'il semblait avoir l'intention de revenir pour assister à cet événement. Et donc, je crois que c'est très important parce que c'est peut-être de nature à écarter l'hypothèse d'une disparition volontaire. C'est une chose à laquelle il faut toujours penser. D'accord. Ça, on va soumettre les jurés à la question. Oui. Si c'est une cour d'assises, si c'est une cour criminelle départementale. C'est une cour d'assises, normalement c'est une cour d'assises parce que la peine encourue. Cour d'assises, donc avec des jurés. La peine encourue étant supérieure à 20 ans. D'accord. En matière d'homicide volontaire, c'est 30 ans, donc c'est nécessairement une cour d'assises avec un jury. D'accord. Dominique Cojard, vous avez été, président de la cour d'assises de Paris, on l'a dit pendant 10 ans, vous avez entendu le récit de cette affaire, pas de corps, pas d'aveu, ça rappelle Jubilard, qui va être jugé. Ça rappelle l'affaire Agnolet. Agnès Leroux, l'héritière du casino de la Méditerranée qui disparaît avec son Range Rover. On ne retrouve jamais rien. Ça rappelle l'affaire Viguier, le doyen de la faculté de droit de Toulouse, acquitté, alors qu'on a cherché un matelas, on a cherché tout un tas de choses, acquitté avec Dupond-Moretti. Enfin, surtout par les juges. Par les juges, mais oh là là, ça veut dire quelque chose, non? C'est difficile de mettre le nez dans une affaire comme ça. Président de la cour d'assises, comment vous gérez tout ça, les débats, quand les avocats de la défense vous disent « mais attendez, c'est bien gentil », mais qui vous dit qu'il ne va pas apparaître par la porte du fond? Là, c'est la fameuse affaire Landru. De Landru, bien sûr. Moreau Diaferi, voilà. C'est des dossiers très compliqués parce qu'on a un élément sur lequel on ne peut pas s'appuyer. Donc on n'a pas de corps, on n'a pas d'autopsie, on ne sait pas dans quelles circonstances la personne, si elle est morte, est décédée. Donc ça fait beaucoup de manques, mais ce n'est pas pour ça que le dossier est impossible. On a une personne qui pourrait avoir menti, on a une autre personne qui était bien décidée à revenir en France. Ça, ce sont déjà des éléments qui permettent des investigations. On a des mouvements de fond qui, là, sont suspects. On a une dernière personne à l'avoir vue, ça laisse quand même ce qu'on appelait avant les témoins numéro 1, c'est-à-dire le dernier témoin à avoir vu. On ne parle jamais d'auteur présumé, vous savez bien, mais on parle de principal suspect. On a un principal suspect en la personne de cette femme. Mais on a quand même des doutes. On a ce doute important quand même qui est déjà de savoir si la personne est bien, la victime est bien décédée. Il y a d'autres doutes. Par exemple, dans cette affaire, on me disait, oui, les autorités d'Andorre ont mis beaucoup de temps à enquêter. Elles ont arrêté les recherches très rapidement. Donc, on n'a pas de lieu où le drame aurait pu se poser. Sauf que le doute, normalement, il profite à l'accusé. Donc, dans ce type de procès, est-ce qu'on ne va pas à chaque fois vers un acquittement?
C'est là qu'on en revient à la question que je posais, qui est celle de la preuve. C'est-à-dire que tout se résout en termes d'intime conviction. L'intime conviction, c'est donc bien un travail de la raison. Quels sont les éléments qu'on a? Est-ce qu'on peut dire à la fin de l'examen, il est mort? Est-ce qu'on peut dire à la fin de l'examen du dossier, c'est tel qui l'a tué? Effectivement, on n'a pas le cadavre, donc il est difficile d'affirmer qu'il est mort, mais ça n'est pas impossible. On a l'affaire Agnelet dont vous parliez, il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, donc c'est possible. À Rennes. Et donc, ce sont des éléments annexes qui vont permettre de circonscrire le problème et d'arriver en bout de piste, c'est-à-dire soit j'ai un doute tel que je ne peux pas affirmer qu'il est mort, ou tel que s'il est mort, je ne peux pas affirmer quel est l'auteur de l'homicide, soit au contraire des éléments suffisants, parce qu'on ne va pas aller chercher des extraterrestres et des martiens qui l'auraient enlevé. C'est quand même à partir des éléments du dossier qu'on va se déterminer. Où on a assez d'éléments pour dire, eh bien, il est bien mort, et ça ne peut être qu'elle. Une intime conviction, c'est ça ne peut être qu'elle. D'accord. Monsieur l'ex-président de la Cour d'assises, on a dans l'affaire Agnelet quelqu'un qui s'explique. Agnelet, il était avocat dans l'affaire Agnès Leroux. On a dans l'affaire Jubilard quelqu'un qui s'explique, qui dit c'est pas moi, comme le faisait. On a dans l'affaire de Toulouse, Viguier, quelqu'un qui s'explique, un professeur de droit devant la Cour d'assises, qui dit non, c'est pas moi. Et là, on a quelqu'un qui est mutique, qui ne parle pas. Ça va la desservir. Alors, oui et non. Ça va la desservir si elle est dans son état normal. Mais il faut savoir si son mutisme, c'est un mutisme volontaire ou un mutisme de panique qui l'interdit de parler ou parce qu'elle a des déficiences mentales. Tout ça, il faut toujours le rechercher. Pourquoi est-ce qu'elle se tait? C'est une des questions qui se posent. Elle peut vouloir se taire pour ne rien dire et ne donner aucune aspérité et ne permettre aucune accroche et ne lâcher rien qui puisse lui nuire, ou elle peut aussi se taire parce qu'elle a perdu ses moyens, parce qu'elle parle mal français, parce qu'elle est diminuée intellectuellement. Tout ça, il faut le chercher. Et si on exclut le fait qu'elle serait diminuée ou émotivement tétanisée, ce qui est difficile à croire au bout de plusieurs mois, il reste le mensonge. Donc pourquoi ment-elle? Ok. On sait que le doute doit profiter à l'accusé, qu'il faut que la Cour se forge, vous l'avez dit, son intime conviction pour condamner une personne. Est-ce que ça, c'est pas un dossier finalement facile pour les avocats de la défense? On parle ici de ce dossier, mais on va parler du Jubilard qui viendra bientôt, de dire attendez, la belle affaire, prouvez-moi donc qu'il est mort et où est-ce qu'il est. C'est vraiment une très bonne question parce que pas vu, pas pris. Pas de corps, pas de coupable. Et ça, c'est le degré minimum du raisonnement. Donc, si l'avocat arrive à plaider des choses aussi simplistes et enlève le morceau sur ces bases-là, ça n'est jamais exclu. Il y a des gens qui... Mais le juge, par principe, il n'a pas assisté aux faits. Dans tous les cas, un jugement, c'est quoi? C'est on se prononce sur des faits auxquels on n'a pas assisté. Même quand il y a un corps, même quand... Et celui-là, c'est une affaire comme une autre, un peu plus difficile parce qu'il manque des éléments utiles, mais dans tous les cas, un juge doit se prononcer sur des faits auxquels il n'a pas assisté. Dans le secret de la salle des délibérés, la Cour va se retirer avec les jurés. Vous êtes président de la Cour d'assises, vous leur parlez, vous leur dites voilà, on a tels éléments, je vous invite à réfléchir à ça, peut-être est-ce que vous pouvez tordre le bras un petit peu aux jurés, enfin, allez, il n'y a pas de petit peu. Est-ce que vous avez la possibilité de tordre le bras aux jurés en leur disant attendez, vous êtes prêts à acquitter, mais je vous rappelle quand même qu'il y a ça, ça et ça. Est-ce que le jury, il est libre? Alors, encore faudrait-il avoir envie de leur tordre le bras. Pas forcément le cas. Moi, j'ai jamais eu envie de tordre le bras à un jury. Ce qui est intéressant quand on préside une cour d'assises, c'est que chacun ait vidé son sac, qu'on ait tout examiné, et le résultat nous échappe. Il faut accepter totalement que le résultat nous échappe. Simplement, le juge faisant partie de la juridiction donne aussi son avis, mais on donne à la fin. Donc le principe... Ah bon? Ah oui, vous le donnez à la fin, après le vote ou après... Non, on vote, donc pas après le vote. Un tour de table libre. Tour de table, qu'est-ce que vous avez à dire? On démarre comme ça. On démarre après avoir dit, si vous le déclarez coupable, vous utilisez ces bulletins, vous mettrez oui sur la culpabilité. Si jamais il n'est pas coupable, il rentre chez lui. S'il est coupable, après on discute et on vote sur la peine. C'est tout ce qu'on dit. Monsieur le premier juré, madame la première jurée, vous avez la parole. Et on fait un tour de table libre. Après, on a une feuille de questions, c'est-à-dire l'accusé est-il coupable d'avoir à tel endroit volontairement causé la mort? Tour de table libre. Et une fois qu'on a le tour de table libre, c'est
Qu'est-ce qu'on a? On prend un papier, qu'est-ce qui est en faveur de la culpabilité, qu'est-ce qui est en faveur de l'innocence? Et on avance tranquillement comme ça. Mais jamais on va aller guider les gens. On le payerait d'ailleurs, parce que c'est ça que la plus belle découverte qu'on fait dans notre métier, c'est que les gens sont intelligents et qu'il n'y a pas besoin de les guider. Il faut juste les laisser parler, les laisser s'exprimer, s'écouter, et puis dire ah bah, je rectifie mon point de vue. Moi, je rectifiais souvent mon point de vue aussi sur la base de ce que des jurés disaient. Merci Justine. Merci Dominique. Merci. Merci à vous.